24 avril 1990, 24 avril 2014, 24 années sont passées depuis que le maréchal Mobutu prononçait son discours sur le multipartisme. Les Congolais s'en souviennent. Plus de 50 000 signatures déjà récoltées pour obtenir la tête du président de la Commission électorale nationale indépendante, l'abbé Malou Malou, c'est jeudi 24 avril 2014. Obaminakou a reçu la pétition pour le compte de l'Assemblée nationale. Antena, le journal, Patricia Amouli. Tout le plaisir est pour moi de vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir. Que se passe-t-il dans les relations historiquement fraternelles entre les Congolais de Kinshasa et ceux de Brazzaville? En tout cas, ces dernières semaines, un sentiment d'animosité a envahi nos voisins d'en face au point d'agresser même physiquement les Congolais de la République démocratique du Congo appelés là-bas Zaïrois. Ceci est l'une des conséquences de l'opération Mbata Bakolo initiée par les autorités de Brazzaville pour refouler tous les sans-papiers. Malheureusement, ça a pris toute autre tournure. C'est le grand format de ce journal que vous propose Alain Kuka et Lucie Mamba. Rassurez-vous, ces gens n'ont pas fui la guerre en République centrafricaine. Ce sont bien des Congolais de la République démocratique du Congo. Chassés de l'autre Congo, que dis-je, de la République sœur du Congo, comme des va-nu-pieds pour certains, et retour volontaire pour d'autres. Les images sont fortes en émotion et parlent d'elles-mêmes. J'ai été refoulé aujourd'hui et pourtant j'ai accouché il y a seulement une semaine. Quand les opérations ont commencé, nous étions réfugiés dans un lycée pour fuir les exactions. Mais là encore, les policiers sont venus nous chasser et nous avons fui à Bakongo. Nous avons été brutalisés et avons tout perdu. Certaines femmes ont été même dépouillées et violées. Nous félicitons le président Kabila qui a mis à notre disposition des bateaux pour rentrer au pays parce que nous continuons à subir des traitements dégradants. Tristesse, consternation, sentiment de révolte et même de pleurs, ces refoulés de Brazzaville évoquent une fin de calvaire. On aurait bien pu se demander, bon sang, qu'est-ce qui a piqué les autorités de Brazza pour lancer l'opération Mbata Bakolo, la gifle des aînés en Lingala, et infliger un tel traitement à ses compatriotes qui avaient pourtant choisi la République du Congo comme leur deuxième patrie. Certains y ont même passé toute leur vie, ou presque. C'est depuis l'âge de 2 ans que je vis à Brazzaville. Ma tante, mamie et mon père François Elambo habitent tous ici à Kinshasa, au quartier Kingabwa. Mais je ne connais pas l'endroit. S'ils me suivent à la télé, qu'ils viennent me chercher. Les événements de ces derniers jours rappellent au souvenir des Congolais de la RDC l'époque où les Congolais de Brazza pouvaient scander haut et fort Boma Zaïrois, Tikanyoka. Entendu en Lingala, mieux vaut vivre avec un serpent qu'avec un Zaïrois. Curieusement, aujourd'hui, ce sentiment n'a pas beaucoup évolué. Nous n'allons pas à Brazzaville pour faire du désordre, mais nous avons choisi le Congo d'en face comme notre deuxième patrie. Malheureusement, la population de ce pays ne nous aime pas. Depuis le début de ces opérations d'expulsion, plus ou moins 10 000 Congolais de la RDC sont rentrés à Kinshasa, à en croire certaines sources généralement bien renseignées. Certains refoulés ont tout perdu ou presque. D'autres débarquent à Kinshasa pieds nus et dépourvus de toute dignité humaine. C'est la triste réalité d'un épisode entre deux frères ennemis qui pourtant devraient être amis. C'est à se demander si la maxime biblique « mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné » est-elle toujours d'actualité. En tout cas, rien n'est moins sûr chez le voisin d'en face.
Depuis plusieurs années, vous le savez, entre les deux Congos, il y a toujours eu non seulement un flux migratoire incessant, mais également des échanges commerciaux non négligeables. Avec le vague d'expulsion de Congolais de l'RDC, les deux villes les plus rapprochées du monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville, ont momentanément arrêté certaines livraisons en produits divers. Constat est fait par Lisette Manou, Sylvie Fortuné Mboula, Diane Kabasele, Shelavi Makani et Safi Maléo. Les deux capitales les plus proches du monde, Kinshasa et Brazzaville, échangeaient plusieurs produits allant des denrées alimentaires aux vêtements prêts à porter comme des jeans, pannes, body et autres. Mais depuis quelques semaines, l'opération Bataille à Bakolo, lancée par les autorités de Brazzaville, a donné lieu à plusieurs débordements à telle enseigne que certains Congolais de la République démocratique du Congo, expulsés du Congo-Brazzaville, se sont plaints de vols et autres traitements dégradants. Comme si cela ne suffisait pas, nombreux sont des commerçants qui ne peuvent plus traverser avec leurs marchandises vers Brazzaville. Nous sommes des commerçants et avons tous nos papiers en règle. Nous exportons plus de produits de Kinshasa vers Brazza, notamment chaises plastiques, biscuits, pain, papier hygiénique et balais. Papier hygiénique, kombo oya kokombola ya matiti ekotaka pe Brazzaville. Donc biloko baliaka kuna en principe donc utaka pa na biso. Le produit qu'ils consomment provient en principe de chez nous. Cuisses de poulet, champignons, chenilles. Que les autorités de Kinshasa fassent pareil pour les punir. Le gouvernement de ces deux pays voisins qui ont toujours entretenu des relations historiques et fraternelles devrait se pencher sérieusement sur les voies et moyens de parvenir à une solution concertée et satisfaisante pour les deux parties. Car sur le plan d'échanges commerciaux, Brazzaville ne peut pas se passer de Kinshasa et vice-versa. Nous allons quitter momentanément Kinshasa pour nous rendre en province où la police nationale congolaise de la ville de Butembo vient de déguerpir de trottoirs les vendeurs ambulants de cette ville, ravissant au passage toutes leurs marchandises. Il est demandé aux commerçants de s'installer au centre-ville. C'est une correspondance téléphonique de Merveille Kakoulé. La police nationale congolaise s'en va en guerre contre les marchés pirates en ville de Butembo. Elle vient de procéder à l'évacuation des rues et avenues autour du marché central. Le colonel Blaise Dimundou, commissaire supérieur de la PNC ville de Butembo, a personnellement supervisé cette opération. Ici, je voulais interpeller un peu la conscience d'un chacun. Nous ne sommes pas au village. Butembo n'est plus cité comme jadis. Butembo, c'est une ville présentement. Alors, nous ne pouvons pas obstruer la voie publique, on ne peut pas aussi obstruer les rues de l'État. Alors, par rapport à ces mamans qui vendent sur la voie publique, et non qu'à aller là où on a érigé des marchés, Kitoulou, Wanandeke, Vitiaï et j'en passe. Parce que je ne vais jamais me fatiguer. Ils ont été sensibilisés il y a 5 mois passés. Hein, comprenez, donc je ne vais jamais me fatiguer. Je viens, je trouve les mamans qui ne sont pas dans l'autre, je récupère la marchandise ou les produits que j'amène aux prisonniers. Nombre de vendeurs dépossédés de leurs biens ne cachent pas leur amertume. Une vendeuse de tomates et oignons est même allée jusqu'à déclarer qu'elle rechigne à s'installer dans l'un de ces marchés périphériques au motif que les clients préfèrent s'approvisionner au centre-ville. Merveille Kakouli Saliboku, Butembo, Antenne A. Parlons politique, cette fois-ci à l'extérieur de la RDC, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda a visité officiellement ce 24 avril 2014 le premier président de la Namibie indépendante Samu Djoma, arrivé depuis mercredi 23 avril 2014 à Windhoek, Namibie, à la tête d'une forte délégation congolaise constituée de membres de la FEC et quelques diplomates. Le ministre Tshibanda s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue namibienne Netumbo Nadi Ndaitwa dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la Namibie. Politique, cette fois-ci en RDC, l'Assemblée nationale a ratifié ce jeudi 24 avril 2014 3 projets de loi portant respectivement sur la coopération économique et technique entre la RDC et la Corée du Sud, sur l'accord de prêt signé entre la RDC et Exim Bank
of Korea ainsi que sur l'accord de prêt conclu entre la RDC et la Banque arabe pour le développement en Afrique. C'était après que les députés nationaux aient adopté le rapport de la Commission des relations extérieures. Laïn Bofandombongo et Blesouda. Pour le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, il s'agit de la loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 17 novembre 2012 conclu entre la RDC et la Banque Arabie pour le développement économique en Afrique au titre du projet de réhabilitation et bitumage de quelques artères de la ville de Kinshasa pour un montant de 8,5 millions de dollars américains. Ce projet a pour objectif de désenclaver des quartiers populaires afin d'assurer la liaison directe entre les 24 communes de la ville de Kinshasa, d'en améliorer les conditions de drainage des eaux pluviales et ménagères, de contribuer à l'assainissement et d'en décongestionner les artères principales. D'autre part, les députés nationaux ont aussi ratifié le projet de loi sur l'accord de prêt conclu entre la RDC et Exim Bank of Korea, signé le 13 août 2013, à titre de financement du projet d'adduction d'eau à Lembaimbu, l'un des quartiers de la commune de Mongafula. Selon l'esprit du dit accord, la Corée du Sud apporte un financement de 150 millions de dollars américains pour la construction de l'usine de l'épuration d'eau de Lembaimbu à Kinshasa d'une capacité de 250 000 mètres cubes. La ville de Kinshasa est actuellement desservie en eau potable par 4 usines d'une capacité totale de 524 000 mètres cubes par jour. Les besoins en eau sont évalués à l'horizon 2017 à 800 000 mètres cubes par jour, soit un déficit de 276 000 mètres cubes par jour. Ce projet s'inscrit dans la logique de réduire ce déficit. La réalisation de cette première phase du projet permettra d'améliorer à la fois le niveau de desserte en eau potable ainsi que les conditions de vie et de santé de la population évaluées globalement à 2 282 000 habitants à l'horizon 2017 pour les communes et quartiers de Kimbanseke, Njili, Kisenso et Lembaimbu. Restons toujours au Palais du Peuple pour vous dire qu'initialement prévu pour le mardi dernier, les dépôts de la pétition de la plateforme Sauvons la RDC contre l'abbé Apollinaire Malou Malou est intervenu ce jeudi 24 avril 2014 au Palais du Peuple. Les pétitionnaires, à en croire son initiateur Martin Fayoulou, ont réussi à réunir plus de 50 000 signateurs conformément aux prescrits de la Constitution. Encore une fois, Laïn Bofandombongo et Blesunda. Ils sont déterminés à en découdre avec le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malou Malou. Ils, ce sont les pétitionnaires qui ont remis ce jeudi 24 avril 2014 le document contenant la pétition de la plateforme Sauvons la RDC entre le maire d'Aubin Minakou pour le compte de la Chambre basse du Parlement. Selon Martin Fayoulou, coordonnateur de Forces acquises au changement, lesquels travaillent en synergie avec l'Union pour la nation congolaise et la société civile, le changement des calendriers a été lié à l'organisation des obsèques de Justin-Marie Bomboko lundi et mardi au Palais du Peuple. Et selon les informations, les pétitionnaires ont réussi à réunir plus de 50 000 signatures conformément aux prescrits de la Constitution. Que demain, nous puissions enrayer cette maladie qui a élu domicile dans notre pays, il faut des élections crédibles. Et pour que les élections soient crédibles, il faut une CENI totalement indépendante. Une CENI qui ne soit pas inféodée ou les membres inféodés à des individus. Monsieur Malou Malou, nous ne l'avons pas voulu. Monsieur Malou Malou n'a pas été envoyé par l'Église catholique, sa composante. Qu'en pense la majorité? L'Assemblée nationale, conformément à cette même constitution, n'est pas compétente pour sanctionner une institution indépendante comme la Commission électorale nationale indépendante. On rappelle que les affiliés de Sauvons la RDC exigent la démission de l'abbé Malou Malou de la présidence du bureau de la CENI pour plusieurs raisons, notamment son manque de neutralité et d'indépendance vis-à-vis de la majorité présidentielle, la volonté de son institution de vouloir imposer le suffrage indirect au peuple congolais pour les élections des députés provinciaux en violation de l'article 197 de la Constitution.
Et sur le terrain, la Commission électorale nationale indépendante et les magistrats ont clôturé mercredi 23 avril 2014 dans la soirée le séminaire d'échange axé sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Il se trouve qu'au Congo-Kinshasa, l'appareil judiciaire ne fonctionne pas de la même manière partout. Aussi, l'implantation des tribunaux administratifs tarde à se concrétiser. Des explications avec Eric Izami et David Tembeni. La question de la justice électorale a été au cœur des échanges pendant 48 heures avec les magistrats de la République venus de 4 coins du Congo-Kinshasa. Le processus électoral de 2011 a certes marqué négativement l'opinion nationale et, pour rassurer la population électrice, quant à l'actuel, compris entre 2013 et 2016, la justice dans son fonctionnement a le devoir de garantir un climat de confiance pour la suite, mais plusieurs problèmes minent ces secteurs, notamment l'absence de juridictions adaptées partout pour régler les contentieux électoraux. Comme nous l'avons vu, toutes les juridictions presque ont un rôle à jouer, chacune, dans ce processus qui concerne évidemment la garantie des élections libres, démocratiques, transparentes, des élections qui doivent être justes et crédibles, et cela demande un dépassement de soi de la part de chaque acteur. Le premier président de la Cour suprême de justice et président du Conseil supérieur de la magistrature est revenu sur le principe à ne jamais occulter. Les devoirs d'indépendance, de probité, de loyauté, de compétence, d'intégrité et de diligence imposent aux magistrats l'obligation de se soumettre à la loi, bannissant à ces faits tout recours au civisme et au sentiment personnel. La justice élève une nation. Dans le processus électoral, la République a autant besoin d'une justice réellement fonctionnelle pour assurer la régularité et le caractère sérieux de la démocratie. Et le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a effectué ce jeudi 24 avril 2014 des visites d'inspection dans plusieurs sites en chantier. Il s'agit de l'immeuble du gouvernement à Royal, de la route de Poids-Lourds, du pont Matete et du cabinet du ministre des Travaux publics. Le condensé avec Jean-Louis Miaswekama. La réalité du terrain, le Premier ministre ne peut s'en passer, c'est connu. C'est à Fridolin Kassechi, ministre des Travaux publics, qu'il revient d'accueillir le Premier ministre dans son cabinet. Le premier site de cette visite a fait l'objet d'une inspection sur plan et carte du Premier ministre avec les précisions du ministre des ITPR. Le prochain arrêt est à la gare centrale. Les travaux de l'avenue Poids-Lourds vont s'achever en fin avril. Elles sont exécutées par l'entreprise japonaise Kitano. Le cortège du gouvernement est allé au viaduc du pont Matete. Là, l'agence congolaise des grands travaux y exécute les travaux qui sont bien avancés. Matata Ponyo a demandé que les dédommagements des foyers s'accélèrent pour sécuriser la zone. Le Premier ministre a terminé par la visite de l'immeuble du gouvernement à Royal à la Gombe. Il a ainsi conclu. Fin juin, les bâtiments gros œuvres terminés. L'immeuble du gouvernement de 8 étages et les 7 autres immeubles de l'autre côté de Royal vont abriter 15 ministères. Le site Temena Tembe abritera, après construction des bâtiments, 3 ministères. Comme annoncé dans le sommaire, 24 avril 90, 24 avril 2014, elle a fait exactement 24 ans depuis que feu le maréchal Mobutu lançait le processus de démocratisation dans l'ex-Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Ce jour a donné accès au multipartisme en RDC. Le contour de cet événement, dont on se rappelle de fait avec Nadia Koulin-Foukamalala. Comprenez mon émotion, c'est par cette phrase célèbre que le maréchal Mobutu en larmes annonçait sa démission du mouvement populaire de la révolution MPR, jadis parti d'État, le 24 avril 1990, devant un parterre d'invités composé entre autres de membres des corps constitués diplomatiques. Le président fondateur du MPR avait alors pris congé du parti qu'il avait créé en 1967 avec un groupe de camarades. De ces faits, il libéralisait officiellement l'espace politique zaïrois de l'époque en optant d'abord
pour un multipartisme intégral, même si par la suite il s'était rétracté pour n'autoriser finalement qu'un multipartisme à 3. Les vents de la démocratie perestroïka venus de l'Europe de l'Est avaient alors soufflé également en Afrique et dans les pays dont Frantz Fanon indiquait qu'il était la gâchette de l'Afrique. L'opposition politique de l'époque avait finalement obtenu gain de cause parce que plusieurs semaines plus tard, le maréchal Sonnet avait finalement cédé à leur demande, à savoir un multipartisme intégral. Ce qui avait ouvert la voie à une floraison de partis politiques tant de l'opposition que du pouvoir. Certains d'ailleurs étaient qualifiés de partis alimentaires. Le processus de démocratisation lancé ce 24 avril 1990 a connu plusieurs coups d'arrêt, des hauts et de bas. Et la transition politique lancée en la même date a duré pratiquement 16 ans avant que le pays ne connaisse, en 2006, de premières élections générales relativement libres, démocratiques et transparentes. Aujourd'hui, 24 ans après, la démocratie en RDC a effectivement avancé, mais il n'y a pas eu de pas des géants. Des balbutiements sont encore perceptibles. Quoi de plus normal, car en général en Afrique, la dictature a la peau dure. Et que faut-il retenir de cette journée historique provoquée par le vent de la perestroïka et le Congolais s'en souviennent, comme si c'était hier. Ils sont au micro de Lilan Dani et David Tembeni. C'était un grand tournant dans le monde politique qui a entraîné aussi le monde du social, le monde dans tous les sens. Ça me rappelle bien quand le maréchal Mobutu a consenti libéraliser tout l'espace politique. Et ça me rappelle aussi le débouchage vers cette crise qui perdure jusqu'à ce jour. La démocratie en RDC, non, c'est une démocratie de façade. C'est-à-dire quoi? Un semblant d'une démocratie, mais au fond, il n'y en a pas. Beaucoup de gens pensent que nous sommes démocrates parce que tout simplement, il y a des gens qui passent à la télé qui peuvent critiquer le gouvernement, critiquer tout ceci. Non, la vraie démocratie, elle est aussi économique, économique, sociale, religieuse, tout le reste. C'était une date aussi historique pour nous parce que c'était le même jour que le président Mobutu avait accepté que la démocratie soit quand même dans notre pays. En tout cas, franchement, même si vous pouvez demander à un petit enfant, il vous dira qu'il n'y a pas la démocratie dans notre pays. C'est un discours qui a marqué la fin du parti unique, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, il y a des avancées, il y a des efforts qui sont conjugués pour atteindre la démocratie. C'est un chemin, quoi. Donc on n'est pas encore arrivé, mais il y a quand même de l'évolution. Moi, je me dis qu'on n'est pas encore démocratique à 100%, mais il y a quand même une évolution. Dans le même registre, le Parlement de la République démocratique du Congo est l'organe collégial qui assure la représentation du peuple. Il est composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale, la chambre basse, et le Sénat, la chambre haute. Et qu'en est-il de leur siège qui est le Palais du peuple? Ces grands temples de la démocratie vous est présenté par Laïn Mofantombongo et Blaise Onda. Situé dans la commune de Lingwala, le palais du peuple a été commandité par Mobutu à la Chine communiste à l'issue de sa visite à Pékin en 1973. Le palais du peuple a été construit dans les années 80, plus précisément de 1975 à 1979, dans le cadre d'un contrat sino-zaïrois qui incluait également la construction du stade de Martyrs et la sucrerie de Lotokila dans la province orientale. Son coût total a été de 42,3 milliards de dollars américains, coût qui fut offert à titre de don par le gouvernement chinois en 1983. Le palais du peuple s'inspire d'ailleurs du palais de l'Assemblée du peuple à Pékin, dont il emprunte les noms. Il s'agit d'un bâtiment monumental de forme géométrique parallélépipédique à 3 niveaux, doté de plusieurs salles de conférences et réunions. C'est dans la grande salle de congrès du Palais du Peuple que se tenaient en 1992 des assises célèbres dénommées Conférence nationale souveraine, présidée par Monseigneur Laurent Monsengo Passigna, aujourd'hui cardinal, et qui amèneront une forme de transition et d'assouplissement du régime de Mobutu.
En 1997, suite à la prise du pouvoir par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, le Parlement de la République redevenu Congo quitte le Palais de la Nation pour s'installer au Palais du Peuple. Depuis août 2003, le Palais du Peuple remplit enfin sa mission première qui était d'abriter l'Assemblée nationale. Le Sénat y siège également. Parlons société dans ce journal. Les bourgmestres de la commune de Mongafula, Olivier Saya, a visité ce jeudi 24 avril 2014 la route de Kimwenza totalement délabrée suite à la pluie de samedi dernier. Cette route coupée par les eaux de pluie est d'intérêt capital pour les populations riveraines qui risquent d'être enclavées. Jean-Lumière Suikama, Anne-Marie Ossit, Nicolette Lelo, Mwanda et Damien Maungu. Reportage. La route qui mène à la chute de la Lukaya est dans un état de délabrement très avancé à cause des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours dans la capitale. Cette situation ne permet pas aux populations riveraines de vaquer librement à leurs occupations car la circulation des véhicules est devenue un vrai calvaire. Le bourgmestre de la commune de Mongafula s'est rendu personnellement sur les lieux pour envisager un début de solution avant de déployer de gros moyens. Là, nous sommes ensemble avec les riverains, ça veut dire que les personnes qui utilisent la route. Il y a entre autres la société Mino Congo, il y a la carrière Kin, de M. Kiala, avec qui nous sommes ensemble pour essayer de trouver une solution préalable en attendant qu'une intervention arrive de l'office de route qui s'occupe de cette route secondaire. Nous sommes déjà en contact avec les responsables qui sont déjà en route, bientôt ils vont arriver. Vous savez, cette route est d'un intérêt vraiment capital. Nous avons l'usine de captage de la régie des eaux parce que les eaux doivent être traitées. Les produits viennent toujours du centre-ville. La population de ce coin de la capitale souhaite elle aussi vivre la révolution de la modernité. Car cette route est d'intérêt capital, surtout pour les touristes étrangers qui rêvent de visiter l'Olaya Bonobo et les chutes de la Lukaya, deux sites touristiques incontournables. Notre correspondant à Bandundu nous apprend que la 4e semaine de vaccination a commencé depuis le mardi 22 avril à Bandundu-Ville. Suivez cette correspondance. Une matinée de plaidoyer en faveur de la 4e semaine africaine de vaccination et des campagnes de tétanos maternelle et néonatale était ouverte hier mardi 22 avril à Bandundu-Ville par l'inspection provinciale de la santé. Présidée par le ministre provincial de l'Environnement, représentant les gouverneurs des provinces, l'inspection provinciale de la santé, en présence de toutes les institutions de la province et des partenaires de la santé, a mis en lumière une situation alarmante sur la couverture insuffisante de la vaccination dans la province du Bandundu pour la période de janvier au 31 mars 2014, où 40% des enfants n'ont pas bénéficié du vaccin. Face à cette situation dramatique, l'inspection provinciale de la santé invite les partenaires de la santé à mettre la main dans la pâte pour la mobilisation des ressources nécessaires et une communication forte en vue de soutenir les activités de la semaine de vaccination. Pour les vaccins des tétanos maternels et néonatales, au total, 279 832 femmes sont attendues dans les différentes zones de santé, notamment la zone de santé de Kimbaou, Mosango, Kajiji et Nyoki pour la période du 24 au 28 avril 2014. Je rappelle que la semaine africaine de vaccination a été instituée à la dernière semaine du chaque mois d'avril pour promouvoir et accroître la sensibilisation sur les maladies évitables par la vaccination et les services de vaccination en Afrique afin d'augmenter la fourniture et l'utilisation ainsi que la mobilisation des ressources pour les activités de vaccination. Depuis Bandundu-Ville, Keringo Ikamanda pour Antenne A. Le tabloïd de journaux paru ce 24 avril 2014 vous ont été sélectionnés et commentés par Don Momat. Bonsoir. À sa une, Forum des As titre Assemblée provinciale suspendue, cacophonie au sein de l'exécutif, confusion totale à l'Équateur. Selon Jean-Gontran Ibambé, président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, il ne prévoit aucune situation latente susceptible de compromettre l'ordre public. La cacophonie existe plutôt entre les gouverneurs de la province Alphonse Koya-Diallo et son adjoint Sébastien Impeto, a-t-il renchéri. Le journal indique en outre que le gouvernement central a sanctionné l'organe délibérant de l'Équateur au moment où certains députés provinciaux s'apprêtaient à initier une motion de défiance contre le gouverneur Koya-Diallo et son vice afin de sauver le meuble de ce qui reste de la crise.
Réagissant à la suspension de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, le député Henri Thomas Lokondo estime pour sa part que cette décision violerait la Constitution. La loi fondamentale qui a consacré le régionalisme politique reconnaît uniquement au chef de l'État le pouvoir de dissoudre une assemblée provinciale. Propos rapportés par la référence plus. Au Kassai oriental par contre, une vive tension s'observe autour de l'omission des communes rurales. Lubao note la prospérité, François Lusanga frappe à la porte de Matata. En effet, la surchauffe règne dans les esprits à Tchofa, l'un des secteurs du territoire de Lubao, district de Cabinda au Kassai oriental. Les ressortissants de ces coins de la RD Congo, écrit le tabloïd, sont très exaspérés contre le décret numéro 13/028 du 13 juin 2013 conférant les statuts des villes et des communes à certaines agglomérations de la province du Kassai oriental. Après lecture de ces décrets, il a été constaté l'omission de toutes les communes rurales de Lubao qui, du reste, sont reprises en marge. Qui a dit que les autorités du Congo-Brazzaville auraient arrêté les vagues d'expulsion des Congolais de Kinshasa, s'interroge Principal Info. Le mardi 22 avril 2014, 2880 personnes présumées des nationalités congolaises de Kinshasa ont été reconduites aux frontières. Bien que le méthode musclée ait baissé d'intensité, constate la consoeur, les actes répréhensibles n'ont pas cessé pour autant. Pacification des Grands Lacs, l'ONU lance un dernier avertissement à l'Est, annonce le palmarès. La descente de l'envoyé spécial du secrétaire adjoint de l'ONU à Kinshasa est annonciatrice d'une opération de grande envergure à l'est de la RDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la MONUSCO, sont en mesure de venir à bout de tout le groupe rebelle sévissant à l'est, à condition que cette collaboration soit opérationnalisée sur le terrain. De retour dans les colonnes de Forum des As, le quotidien rappelle que c'est le 24 avril 1990 que le président fondateur Mobutu initiait le processus de démocratisation dans l'ex-Zaïre. Du régime du parti unique, le MPR, le pays faisait son entrée dans la démocratie à travers un multipartisme à trois. En fait, il s'agissait du MPR, de l'UDPS et d'un troisième parti politique à créer. Fin de cette revue de presse. Au nom de Sylvie Fortuné Mboula, chef d'édition, Léonard Mouemeri, réalisateur et à toute l'équipe technique, nous vous disons merci de nous avoir prêté votre attention de par le monde à travers le bouquet 142 des Canal Sat. Je vous retrouve demain à 19h et bonne soirée chez vous. Au revoir.